Je me souviens fort bien, pour ceux qui sont de Belabès, de cet attentat épouvantable qui a lieu en juin 1957 à la terrasse du Café Alba, où j'ai vu deux copines juives, les filles Benamou, de beauté superbe, se faire hacher par une bombe, et je verrai toujours ces deux filles sur le trottoir, le bas-ventre lacéré, et surtout ce que je garde, le souvenir que je garde, c'est leurs yeux. Je vois encore les yeux, notamment de l'aînée, qui semblait dire « mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe ?» Je crois que mes compatriotes, ceux d'Oran n'ont pas trop connu, ceux de Beaune non plus, vous avez été un peu à l'abri du terrorisme urbain, mais à Alger, ce fut épouvantable. La police française, la gendarmerie française, étant dans l'incapacité totale de mettre fin à ce massacre organisé des populations civiles, les bombes dans les lampadaires, les bombes dans les poubelles, les bombes dans les bistrots, notamment au Milk Bar où il y avait beaucoup de vitres. Ça coupe les vitres, hein? Bon. Et bien à qui on a demandé de rétablir l'ordre à Alger, à la 10e division parachutiste? Ils ne demandaient rien, les parachutistes. Mes copains qui étaient à la 10e DP, ils étaient mieux dans le Djebel. La seule chose qu'ils trouvaient agréable à Alger, c'est qu'il y avait de jolies filles. Gisèle Halimi, je vous signale que je suis en train de voir comment déposer plainte contre elle pour apologie du crime terroriste. Elle a eu sa lettre recommandée, il faut que je voie mon avocat. Et pour pas qu'elle dise que je suis un raciste, j'ai pris un avocat qui est un copain que j'adore, qui a fait une guerre 44-45 remarquable dans la marine, et qui s'appelle Karsenty et qui est d'Oran. Donc elle ne pourra rien dire. Il s'appelle Karsenty. Alors, on nous sort aujourd'hui Louisette, Madame Louisette. Vous avez vu Madame Louisette? Alors Madame Louisette, ce qu'il y a d'extraordinaire, on la prend en photo, elle se fait prendre en photo près d'une baignoire, sur une terrasse de la Casbah, les mains comme ça. Bon. Et lors de l'émission, elle n'arrêtait pas de gesticuler, elle avait plus mal aux mains. Bon. Alors moi je me méfie beaucoup de ces gens, notamment des femmes qui disent qu'elles ont fait partie d'un commando. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, faire partie d'un commando? Mais les vraies poseuses de bombes, Jemila Bouireb, toutes celles-là, on n'en entend pas parler. Pourquoi? Parce que je peux vous le dire, et je le sais par un de mes amis officiers, qui a été un des héros de Dien Bien Phu, et qui est contre la torture, parce qu'elle tombait amoureuse de ses officiers. Et c'était confession sur l'oreiller. C'est surtout comme ça que ça s'est passé. Alors, bien évidemment, vous avez parmi ceux-là des salopards qu'il a fallu secouer, mais n'oubliez pas quand même, et je n'invente rien, qu'un officier français a fait présenter les armes au patron de la rébellion de l'Algérois qui s'appelait M. Ben Midi, avant de le remettre au général Ossares, qui n'est pas ma tasse de thé. Parce que je pense que ce monsieur aurait mieux fait de se taire. Il aurait fait mieux de se taire parce que ce qu'il a fait, bon, il l'a peut-être fait sur ordre ou par sadisme personnel, je n'en sais rien. Mais on ne se complaît pas comme il s'est complu dans un bouquin, etc. Et l'autre soir, je regardais cette interview par M. Rothman dans une cave voûtée, mal éclairée, pour faire imaginer aux téléspectateurs ce qu'avait été la torture au moment de l'Inquisition. Il manquait plus que la forge avec les fers rouges, etc. Bon. Je crois que tout ça est éminemment malsain et que moi je sais que pour moi c'est insupportable. Maintenant je peux vous dire que en tant qu'officier, puisque j'ai eu la chance de faire ma préparation militaire à Sidi Bel Abbès à la Légion étrangère, je suis totalement solidaire de ces camarades qui ont été confrontés à ce problème. Mais non, je n'ai jamais eu de haine
pour les garçons qui étaient à la LN, dans la LN, qui avaient mon âge. Ce que j'ai toujours méprisé, c'était les types, ce qu'on appelait les commissaires politiques. Et cela, quand nous en prenions un, ben, on le remettait au DOP. Et puis c'était à lui à se débrouiller avec le DOP. Quant aux gars de la LN que nous faisions prisonniers, beaucoup nous demandaient à nous rejoindre. Et ce qu'ils voulaient, la première chose qu'ils nous demandaient, c'était une tenue camouflée retaillée. Parce que pour eux, c'était l'image, si vous voulez, du soldat français opérationnel. Tout le reste va être pavé de bonnes intentions. Des témoins nettement plus fréquentables, ceux que j'ai convoqués pour m'aider à rejouer un France-Algérie plausible, où nous occuperions tous ensemble le terrain, sans sifflet, sans calicot. Tous ceux dont je savais les tripes algériennes, mais avec qui je n'avais jamais vraiment pris le temps. Du temps et de la patience, il va t'en falloir, Sandra, dont l'histoire familiale fait enfin éruption. Cette histoire jamais dite, que tu avais fait passer en pertes et profits. Nous aurons tenté ensemble, devant ce banc de montage, d'évoquer ce qui manque à ta génération pour se sentir d'ici avec la fierté d'être de là-bas. Vaste entreprise, d'où il pourrait ressortir qu'avoir le derrière entre deux chaises, c'est peut-être la chance d'avoir deux chaises. Mais je me dois aussi de présenter celui qui a confié à tous ses acteurs la responsabilité de dire ce qu'il n'a pas toujours su comprendre ou exprimer, malgré son très long séjour d'anthropologue. N'a-t-il pas, comme ses pairs, échoué dans son projet d'aider à la connaissance et, accessoirement, à la transformation de ce pays ? N'ai-je pas, comme tous les autres, construit mon Algérie idéale, laboratoire d'idées, terre à fertiliser après les siècles de jachère, espace où l'on pouvait encore se faire pardonner d'être né trop tard pour se révéler lâche ou héros. Eh bien, je suis partie en Algérie en septembre 61 parce que j'étais amoureuse d'un pied noir et que malgré tout ce qui se passait, j'avais l'impression que la guerre c'était loin. J'étais dans le sud-ouest, il se passait pas grand-chose, on n'en entendait pas parler, en tout cas je m'informais pas suffisamment sans doute. Donc je suis partie en Algérie tranquille quoi, j'allais rejoindre mon chéri, voilà. Et puis je suis arrivée à Oran début septembre. Et j'ai découvert ce que c'était que les explosions au plastique perpétrées par l'OAS. J'ai passé une nuit blanche à l'hôtel Martinez à regarder Oran qui était où il y avait des explosions de plastique toutes les 5 minutes. Voilà. Donc j'ai découvert que je rentrais dans un pays en guerre, quoi. Voilà. Et après, bon, ça m'a un petit peu bousculé, mais c'était encore assez loin parce que j'étais dans un hôtel grand luxe, j'étais loin de ce qui se passait, je le voyais, mais bon. Et puis c'est quand j'ai pris la route pour descendre dans le sud pour rejoindre la famille de mon fiancé que là j'ai découvert que c'était vraiment la guerre, quoi. Voilà. Je venais d'avoir mon bac, j'avais 19 ans et un peu inconsciente, je crois, complètement inconsciente. Et là, j'ai découvert un petit peu l'horreur, quoi. J'ai vu mes premières victimes de la guerre au bord de la route. C'était 2 Européennes, 5 coupées, enfin bon. Et ça m'a un petit peu bousculé, mais j'ai fait comme si c'était pas grave, quoi. Hein.
Voilà, et puis je suis allée rejoindre mon poste d'instit à Palikao, dans le département de Mostaganem. Voilà. Et j'ai fait toute l'année scolaire de septembre 61 aux accords d'Évian, puisqu'après les écoles étaient fermées, enfin en tout cas dans la région où j'étais. Hein. Et c'est vrai que quand je suis arrivée en septembre 61, dans l'Oranais, il ne se passait pas encore grand-chose. C'est arrivé au moment où je suis arrivée, en gros. Hein. Les événements, c'était plutôt côté Est, quoi. Le côté Ouest était plutôt calme. Les pieds noirs que je rencontrais me disaient non, ici ça craint pas, tu verras, il n'y a pas de problème. Et j'étais en contact avec pas mal de familles, puisque j'étais à l'école primaire de Palikao, et j'étais dans une école primaire de garçons. Et j'avais les grands garçons, j'avais les CM2, qui étaient presque tous plus grands que moi, mais qui étaient au début de mon arrivée très gentils avec moi. Et puis petit à petit, comme Palikao était un centre de l'OAS, il y avait pas mal de gens de l'OAS apparemment, parce que j'en ai pas rencontré personnellement, ou en tout cas je sais pas, j'ai pas su. Très très vite, ça a été un village qui a été ciblé comme étant quartier général de l'OAS, donc on a eu des attaques du village par le FLN, etc. quoi. Et puis les accords d'Évian, et donc je suis restée enfermée pendant 2-3 mois, quoi, sans sortir du quartier européen. Je ne sais pas de quoi j'ai peur. Mais il faudrait que j'y aille un jour. Surtout dans le coin où j'ai rencontré quand même, j'avais 5 ans de plus que mes élèves. 5 ans de plus que mes élèves, donc, et c'était que des garçons. Et il y a des choses dont je ne suis pas fière. Il y a des choses dont je ne suis pas fière. Notamment un jour où un père est venu me voir pour me dire mon fils fait des bêtises, il faut le battre. Et je lui dis, je ne peux pas le battre. Et il m'a planté un bâton entre les mains et il m'a dit, tu vas le battre. Je lui dis, non, je peux pas, quoi. Et je l'ai fait. Et je l'ai fait. Et c'est un truc qui est resté très très longtemps dans la tête. Hein. Tu voudrais le retrouver et puis Bien sûr. Ben, je sais pas. On va arrêter 2 minutes. Ouais. Je restais de temps en temps entre midi et 2, et puis je me suis retrouvée seule face à ce mec, et je savais pas ce qu'il me voulait, tu vois. J'ai eu peur. En plus, il parlait très mal français. Et en fait, il venait juste me dire que oui, il avait appris que son fils lui avait manqué de respect par d'autres copains de la classe, et que voilà. Et puis, si tu veux, j'ai failli me faire violer par ma classe, quoi, tu vois. La copine, elle y est passée, quoi, avec des CM1. C'est vrai. Donc, je vais te dire, je suis rentrée en France, j'étais raciste jusqu'au bout des ongles. Mais par trouille, par méconnaissance, il ne fallait pas me parler des Algériens, tu vois. Il ne fallait pas me parler des Arabes, alors que j'étais partie pas du tout comme ça. Tu vois. Et alors tu as reconstruit ces... Et j'ai reconstruit. Ben, c'est pour ça que quand j'ai vu la bataille d'Alger, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me suis dit, mais putain, t'as rien compris au truc, quoi. T'as rien compris au scénario. Et tu t'es laissé avoir par l'affect, par la trouille, par ce qu'on t'a raconté, par l'OAS que j'écoutais tous les jours à la radio, parce que les pieds noirs écoutaient ça tous les jours. J'avais que ça comme info, j'avais l'OAS. Nous nous sommes rencontrés à l'époque, dans les années 61, avec un ami. On a essayé de monter une petite maison de production cinématographique qui s'appelait Nejma Film. Donc vous voyez, déjà une parenté avec l'histoire de Katabès. Et on a cherché, pour écrire un scénario sur une histoire d'Algérie, qui s'appelait Le Village Incendié, on a cherché le dialoguiste, scénariste avec lequel on a beaucoup voyagé sur les frontières. Et c'était Mouloud Mamri. Le personnage, mais
intellectuel, mais par ce qu'on appelle le militant. Exactement l'inverse de Kateb Yassine, qui était le révolté dans la révolte. Mamré toujours oulala, oulala, ouh. Mais qui écoutait, et au fil des conversations, comme ça, m'a raconté l'histoire qu'il avait écrit une pièce de théâtre. Et qu'il l'avait enfouie dans son jardin, et puis qu'il attendait l'indépendance pour la retrouver, et peut-être me la donner à lire. Les années ont passé, il y a eu l'indépendance, la création du théâtre national algérien, le théâtre militant, ceci, cela. Bon, et puis un jour, c'était en 67, j'ai pensé que ça serait bien de monter. Alors j'ai revu Mamry, on s'était un peu perdu de vue, et Mamry, je dis, mais alors la pièce, ah ben je l'ai retrouvée dans le jardin, mais je l'ai réécrite. Alors je dis, c'est formidable, on la donne à lire, alors on l'a lu, elle était, bon ben voilà. Alors je dis, mais ça serait bien de pouvoir la monter au Théâtre National, où j'étais là, une sorte de conseiller technique. Ça n'a pas été facile, parce que le Théâtre National algérien ne montait que des pièces en arabe, pas en arabe dialectal. C'est pour ça que Kateb Yassine n'avait jamais rejoint, après l'indépendance, le Théâtre National, parce que lui, il disait, il faut le théâtre pour le peuple. Et le théâtre que vous jouez, c'est un théâtre en langue un peu littéraire, pas très compris, bon, etc. Alors je dis à Mamré, tu sais, c'est pas facile. À l'époque, il y a eu le coup d'État. Disons que les éléments de gauche du Théâtre National algérien avaient disparu. Boudiak avait été un des créateurs du théâtre, n'était plus là. Il restait Mustapha Kateb. Alors tout de même, je dis, moi j'ai très envie de la monter. À l'époque, je dirigeais l'école de formation de Borgel Kifan, formation d'élèves comédiens et d'élèves metteurs en scène. Je me suis dit, avec tout le monde, on va monter ça. Alors là-dessus, le pouvoir en place dit quand même, en français, il ne pourrait pas la traduire en arabe. Premier petit incident. Alors là-dessus, j'en parle à Mouloud Mamré qui me dit, oh, pas du tout en arabe, moi je ne connais pas l'arabe, je connais que le tamazirt, c'est-à-dire la langue berbère. Ah ça, je veux bien la mettre en berbère, si ça serait formidable de la jouer en berbère. Dans un instant, les colons de la Mitidja vont se réunir ici. Tous des vrais. Plus quelques arabes, enfin le plus qu'on pourra. Des vrais aussi? Comment savoir avec les arabes? L'essentiel est qu'ils soient là. Après, ce n'est jamais qu'une question d'angle de vue avec la caméra. Toi, tu sais trouver les mots, tu mets le peuple en confiance avec moi, j'ai toujours l'impression qu'il se méfie, je ne sais pas pourquoi. C'est à cause de votre voix, mon commandant. Ma voix, qu'est-ce qu'elle a, ma voix? Elle sent le fouet, schlack. Et la tienne, alors, qu'est-ce qu'elle sent? Si vous permettez, mon commandant, comme elle dit, madame, ma voix à moi, elle sent les merguez. Avec moi, il se croit toujours à la madrague, en train de se taper la nisette, de rigoler avec les filles. Mais c'est bien ça, Baldacci, c'est très bien, parce que s'ils sont déjà sur la plage, tu peux les mener en bateau, hein. Tu sais ce qu'il y a à un des bouts de la mitraillette? Des balles. Et au bout de la trajectoire des balles, des morts, des cadavres d'Arabes. Et ton frère est un Arabe, et il n'est pas rentré de la nuit. Regarde dans la rue, qu'est-ce que tu vois? Des chiens qui rôdent. C'est tout? Une patrouille rase les murs. Des paras ou des territoriaux? Donc comment veux-tu que je le sache? Par les tons qui courent, tu devrais. C'est une patrouille. Elles se ressemblent toutes. S'ils ont l'air à la fois veuls et arrogants, s'ils provoquent parce qu'ils ont peur, ce sont des territoriaux. Alors, ce sont des territoriaux. Alors donc, la radio pirate nous annonce que l'hôpital va sauter, que Alger doit brûler et que l'hôpital Mustapha doit aussi sauter.
C'est la radio Parce pirate. que vous écoutiez la radio pirate. Oui, parce que j'avais au service prématuré une pied noire qui mettait une poste de radio sur les couveuses. Et il y avait Radio Pirate, donc OAS Veille, OAS Attaque, l'évêque X vous parle. Et il nous annonçait tous les événements du jour au lendemain. Et là, on nous annonçait que l'hôpital devait sauter. Alors c'est vrai que moi, le matin même, je quitte la Casbah et je prends le bus. Et puis dans le bus, le chauffeur dit, j'étais toute seule, il dit, oh ben, c'est aujourd'hui que l'hôpital Mustapha va sauter. J'ai dit, ah bah oui, je sais, j'y vais. Enfin, j'ai pas dit ça, mais regardez pour moi. Et je suis arrivée, bon, j'ai dit, bon, je savais qu'à 9h, ça devait sauter. J'ai mis les bébés, toutes les couveuses au milieu de la salle en disant, ben, si jamais il y a des brides de glace, ben, il ne faut pas qu'ils soient au moins embêtés avec ça. Et puis bon, il y a eu une première explosion, puis une deuxième. Puis, Ah oui. Et dans quel secteur ça explose? C'était là, le premier bâtiment, je ne me souviens pas. Le premier, c'est pas parce que la maternité n'a pas sauté. Mais j'étais vraiment prévenue et je savais qui c'est qui allait faire sauter la maternité dans le service. J'étais avec elle, avec la collègue, qui est épouvantable ça. Et comme je raconte, je crois que là... Faire sauter, ça demande une technique. Enfin, c'était... Oui, mais elles elles avaient mis les munitions, là où je savais où elles avaient mis les munitions. Elles devaient donc... Moi, je ne connais rien comment ça fait, mais elles devaient... Aller donc, il y avait, pour résumer, il y avait des femmes qui étaient... Voilà. Pieds noirs. Qui étaient, ouais, voilà. Bien sûr, mais qui étaient aussi terroristes. Voilà. Il y avait des femmes, on voilà. ne connaît pas trop ça. Et alors donc il y avait sûrement... Et moi je crois, et je le raconte ça, et quand on est descendu ensemble de la maternité, et que nos regards se sont croisés, je me suis dit, ça y est, c'est le moment, elle va... Ou elle fait sauter, ou... Mais là, ce regard, moi je revois encore ce regard, je suis incapable de reconnaître la personne, mais ce regard, elle est partie. Elle est partie, on est descendu l'escalier ensemble, on s'est regardé. Moi, j'ai dû avoir un regard de terreur en disant, mais tu ne vas pas faire ça. Et bien, elle ne l'a pas fait, elle est partie. Donc, il y a quelque chose de très fort là-dedans. Elle m'avait dit, j'étais dans le bureau des sorts et au rez-de-chaussée, je savais bien où c'était. Et quand moi je suis donc, quand j'ai vu que tout l'hôpital était complètement sous puis que le FLN arrivait en grande quantité, j'étais complètement fou. La chef de service, elle était complètement, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Bon, elle dit ben moi je pars, elle est en crise de nerfs épouvantable, je pars, j'étais toute seule. J'étais toute seule, avec les prématurés là qui étaient là. Et bon, toute seule avec des hommes armés avec moi. Oui, je devais avoir une peur épouvantable. C'est sûr que j'avais une peur épouvantable. Mais je faisais. Mais ils étaient là pour te protéger? Ben oui, mais bien sûr. Mais tout était fou quand même, parce que bon, c'est... Et là, qui est-ce qui leur a dit qu'il y avait une cache d'explosifs? C'est toi? Moi. C'est toi? Je leur ai dit, ben écoutez, descendez vite à tel endroit. Et puis voilà. En 89, en délégation officielle municipale, j'étais conseillère municipale, et j'étais à Cheraga. Pourquoi Cheraga? Cheraga, il y avait un jumelage Cheraga Rouen-Lin. Donc j'ai été là-bas et j'ai demandé au maire d'aller à l'hôpital Mustapha et d'aller à la Casbah où j'avais vécu. Et puis il m'a dit, ben oui, pourquoi pas. Puis on est allé donc à l'hôpital Mustapha. Et c'est là où j'ai eu un film en arrivant, parce que rien n'avait changé. Et j'ai dit, ben, il faut que j'écrive en rentrant. J'ai tout de suite griffonné sur un petit bout de papier en me disant, mais bon sang, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, en rentrant, j'ai tout écrit. La nuit qui a précédé, qui a suivi le retour, j'ai écrit. Je me suis replongé 40 ans en arrière, comme si je venais juste de partir, et je me suis replongé pendant, ça a duré quand même presque un an, où j'ai travaillé jour et souvent la nuit, me replonger, revivre tout ce que j'ai vécu. Et il y a énormément de souvenirs, de sensations qui me sont revenus en écrivant ce livre, alors que c'était des souvenirs que j'avais complètement oubliés.
Alors, il y a même des moments que je pleurais en écrivant le livre, en me mémorant des souvenirs pénibles, certains souvenirs tragiques ou autres, ou des moments de cafard. Et c'était très dur. 50% de personnes qui achètent mon livre, ce sont des anciens militaires, enfin des anciens appelés du contingent, qui veulent essayer de retrouver un peu ce qu'ils ont vécu, hein, leur souffrance, des fois leur joie quand il y avait des fêtes entre eux, essayer de retrouver la vie qu'ils ont vécue pendant 2 ans et demi. Il y a des jeunes qui me l'achètent, et ces jeunes veulent savoir ce que leurs parents ont vécu, parce que leurs parents n'ont jamais parlé de cette guerre. Mes enfants n'ont jamais su ce que j'ai vécu, mon épouse non plus, et ils ont découvert un peu mes 20 ans, sacrifiés pendant la guerre d'Algérie en lisant mon livre. Ma femme, pendant la guerre d'Algérie, je ne la connaissais pas, puisque je me suis marié à presque 30 ans, donc elle ne me connaissait pas à cette période. Et elle, la guerre d'Algérie, comme beaucoup de Français, ça ne l'intéressait pas, où il y avait la censure, où personne disait ou n'avait le droit de dire ce qui se passait en Algérie. Et cette censure, dictée par le général de Gaulle, a fait beaucoup de mal, puisque les Français ne savaient pas toutes les souffrances que nous, en tant qu'appelés du contingent, nous subissions, ainsi que les Algériens ou les Kabyles subissaient de la part de l'armée française. Nous, en Algérie, on n'était que des appelés du contingent qui demandions qu'à vivre librement. On ne voulait pas faire la guerre. Donc il ne faut pas oublier que dans ceux qui sont revenus de la guerre d'Algérie, qui étaient revenus à peu près en bonne santé, finissent actuellement leur jour dans des asiles psychiatriques. Je raconte aussi la vie d'un séminariste qui, en revenant de la guerre d'Algérie, n'a pas supporté tout ce qu'il a vécu, et ses parents l'ont trouvé après 8 jours ou 15 jours après, pendu dans leur ferme. Donc comme je dis, tous ces jeunes qui se sont suicidés, bon ben, ceux-là, ils ne font pas partie des victimes officielles de l'armée française. J'ai fait pas mal d'économies, soit avant de partir à l'armée ou pendant ces militaires, puisqu'on n'allait jamais au restaurant, je ne fumais pas, les paquets de cigarettes des copains me les achetaient. Donc avec ce petit pécule que j'ai eu, j'ai pu m'acheter une caméra. Lorsque je faisais faire développer les films, il fallait les envoyer à Paris, mais dessus je ne mettais pas mon adresse. Ces films étaient retournés chez mes parents ou bien chez des amis pour être sûr que je puisse récupérer ces films à mon retour si je revenais vivant. Ou s'il m'arrivait malheur, là-bas, qu'ils puissent ressortir tout ça et avoir, après la guerre, savoir ce que j'ai vécu sur place.
vous. Ordre du jour numéro 11. À toutes les forces de l'ordre, le cessez-le-feu qui vient d'intervenir met fin à plus de 7 années de combat au cours desquels notre armée avait la mission de s'opposer aux actes de force d'un adversaire souvent exalté, mais toujours courageux. Alors pourquoi cette commémoration aujourd'hui? Pourquoi nous rassembler à la date anniversaire contestée par certains? Ceux-là n'ont apparemment pas compris le sens qui en tout cas est le nôtre, celui que nous, élus de Villefontaine, voulons donner à cette commémoration. Il ne s'agit pas de justifier une guerre, il ne s'agit pas de célébrer une victoire ou une défaite. Il s'agit tout simplement de déclarer et de témoigner que cette guerre a créé d'immenses souffrances dans chacun des camps antagonistes. Et il est de notre devoir de nous recueillir tous ensemble à la mémoire de toutes celles et ceux, femmes, enfants, civils, combattants, qui au-delà de leurs souffrances ont payé de leur vie les uns et les autres dans un conflit qu'ils n'avaient pas voulu. Le seul auteur et comédien était Bernard Gerland. Il raconte sa guerre d'Algérie. Le premier acte est un striptease intérieur où le comédien s'emploie à décrire ce qu'il a vécu. Il explique de manière brute ses 28 mois passés en Algérie. Le deuxième acte se passe entre le comédien et la salle. Le public, au moins un certain public, semble se réjouir des aveux de cet ancien sous-officier de l'armée française. Les anciens d'AFN présents dans la salle ne se sont pas reconnus dans les propos de ce comédien à la recherche d'originalité artistique pour présenter une page de l'histoire de France. Il n'est pas dans mes intentions de cacher la réalité du problème. La guerre d'Algérie a été très difficile pour les appelés que nous étions, mais j'affirme avec force que nous avons fait notre devoir de soldats et regrettons que les politiques de l'époque aient confié des missions à l'armée alors que ce n'était pas dans ses attributions. Plus que jamais, je demande que ces soldats soient respectés au même titre que nous respectons nos pères, nos grands-pères, qui ont défendu les couleurs de la France. L'armée française ne doit pas être considérée comme tortionnaire, c'est pourquoi elle n'a pas à faire de repentance. Si vous entendez reparler du spectacle sur la guerre d'Algérie raconté par ce comédien, restez ce soir-là en famille, ce sera plus intelligent. Jean Bibolet, président de la section de Faverges. Un détail, l'auteur de ces lignes avoue ne pas avoir assisté au spectacle de Bernard Gerland. J'avais 15 ans à la Toussaint 1954. La Toussaint 1954, on l'appelle là-bas la Toussaint Rouge. Date fondatrice de la révolution algérienne. Ces jours-là, dans les Aurès, puis à Constantine, Philippeville, les choses prenaient allure de conflit ouvert et sérieux entre nos deux pays. Elles allaient rapidement gagner toute l'Algérie. Une épreuve de force s'engageait, que certains là-bas nommaient déjà guerre d'indépendance, guerre de libération nationale. J'avais 15 ans, c'est dire combien ces choses ont fait corps avec mon adolescence puis ma jeunesse. Plus les années passaient et me rapprochaient de mes 20 ans, plus on en causait. En famille. Avec les copains aussi. Les uns après les autres, ils partaient. J'ai débarqué là-bas. N'y croyant pas vraiment. Sans bien réaliser. C'était en janvier 1960. J'en suis revenu 2 ans plus tard, mission accomplie. J'ai aimé ce pays. Je l'aime encore. J'en étais moi aussi fasciné. Je l'ai parcouru dans tous les sens, comme soldat. Et malgré la guerre, comme voyageur, pour mieux connaître, peut-être aussi
pour mieux comprendre. Certains de nos historiens avancent aujourd'hui une estimation basse de 300 000 morts dans le peuple algérien, combattants et civils. Ce qui correspondrait déjà, rapporté à la population, à la totalité de nos pertes françaises au cours de la Première Guerre mondiale. Les Algériens, eux, déclarent toujours plus d'1 million de morts, plus d'1 habitant sur 10. Qui dit juste? Peu importe. Une saignée. Cette guerre fit aussi dans nos deux peuples de nombreux blessés par millions, du corps, de la tête et de la conscience. Des événements, de ce que j'ai eu à faire, de ce que j'ai dû faire, la guerre, que ma conscience a fait comme elle a pu pour se frayer une route, passant sans même s'en apercevoir. Des convictions premières à un demi-sommeil, puis à une adhésion sans trop de questions aux objectifs de cette armée à laquelle, peu à peu, je m'identifiais. Tu sais, à 20 ans, quand on te met une arme dans les mains, des rangers aux pieds, une tenue de combat, un galon, te voilà chef et tu dois commander. Tu ne te sens plus. Tu fais le Mac. Et pour couronner le tout, l'action psychologique. Ce martelage incessant et insidieux sur les bienfaits de la colonisation, sur notre supériorité d'Européens et de soldats, sur l'ennemi à abattre, sur la haine du Fédaga, le Félouz, le Fel. Ça marche. Un prisonnier. Que mon groupe avait mis hors de combat lors d'un accrochage. Après qu'on eut tiré de lui pendant plusieurs jours le maximum de renseignements sur ses camarades et les activités de son groupe. C'était un grand résistant. Un chef, recherché depuis 5 ans dans tout le massif. Un symbole pour les deux camps. Un courageux, bien plus que ça. Devenu héros. J'avais été presque volontaire pour prendre en charge le commandement de cette corvée. Et au bout du compte, elle a fini par m'incomber à moi. Le moment venu, j'ai tenu à ce que ce soit moi et moi seul, plutôt que Merki. Ses frères, ses frères, ses frères. Il se trouve que, heureusement, j'ai pas eu à y aller. Mais je me suis souvent posé cette question. Est-ce que j'aurais eu le courage de dire non? Est-ce que j'aurais eu le courage de résister? J'ai des copains qui m'ont raconté, des copains qui étaient dans les parachutistes, là-bas, où l'action psychologique était telle que c'était plus les mêmes gars, quoi. Et je crois que ça a bien été présenté. C'est-à-dire à quel point une mise en condition, une action psychologique, peut transformer des braves types en bourreaux, peut faire que des chics types fassent des saloperies, quoi. Et le pire en croyant bien faire, quoi. Donc c'est dire à quel point la guerre est une saloperie, quoi.
et qu'aujourd'hui, s'il y a tant de témoignages, parce que bien sûr tout ça, ça remonte, c'est pas possible d'avoir encaissé ça comme ça. Et je crois que la campagne menée sur cette opération Vérité par rapport au vécu de tous ces appelés essentiellement, mais pas seulement, en Algérie, parce qu'on en a vu des témoignages de militaires, notamment le général. Hein. Donc je crois que ça, là, il y a c'est extrêmement salutaire et émouvant, quoi, de voir à quel point, donc, en effet, au nom de la France, il y a eu de telles choses de faites. Voilà, bon, je suis un peu ému parce que j'ai été vraiment bouleversé. C'était après les accords de 62, mais c'était fini. C'est fini là-bas, tu ne vas pas nous ramener ton discours encore longtemps. Mais combien de fois on m'a dit ça, moi? Et en fait, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, quand même, ce qu'on fait, je vais dire, je le fais avec tout le monde, avec les 12, j'ai envoyé mon papier. Ce que je fais, d'abord, c'est la réconciliation avec les Algériens. Je crois que ça, c'est la première chose. Il y en a qu'il ne faut pas oublier, c'est les pieds noirs. Je pense que souvent, on oublie les pieds noirs. Pour les pieds noirs, ça a été un drame. Ça a été un drame. Et il faut les associer et les harkis. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui ont été harkis, qui s'en sont sortis. Mais essayons d'imaginer ce que ça a été. Moi, j'ai été marqué à vie. J'ai fait la guerre d'Algérie de 57 à 59. Marqué à vie par cette vie imposée. J'étais pas d'accord pour aller là-bas, bien sûr. Et puis, marqué par quoi? Eh bien, par la mort de copains, par la torture, par l'exécution de prisonniers, par l'achèvement des blessés, par le viol des femmes, mais aussi par la combativité des Algériens. J'ai été en admiration devant leur courage. Et puis aussi, marqué par la mise à sac des maisons. Et ce qui m'a fait aussi beaucoup de mal, c'est la transformation des esprits des soldats du contingent, la transformation des esprits humains en tueurs, en tortionnaires. Eh bien, par cette guerre, j'ai été très très marqué. Pour moi, l'Algérie a été un véritable cauchemar. Et le pire, c'est quoi? Eh bien, le pire, c'est la dérive. C'est la dérive à faire des cochonneries. Mais le pire, c'est aussi autre chose. Et j'y avais pensé, c'était le suicide. Ce qui m'a sauvé, eh bien, je le dois au soutien de quelques-uns. J'ai pu rencontrer quelques-uns, pas beaucoup, 3 ou 4, mais ça m'a été d'un secours très important, malgré qu'on cherchait quelquefois à muter certains de mes camarades et on se trouvait quelquefois isolés. C'est mes parents, qui étaient des militants pour la paix, et qui m'envoyaient les informations de France. Ça m'a permis de tenir le coup. Et il y a autre chose qui m'a permis de tenir le coup, et qui n'est pas mince, c'est l'écriture. Je me suis mis à écrire tout ce que je faisais. Il y en a près de 200 pages, pendant 1 an, au jour le jour.
côtoierai. Allez, debout! Couche-les! Fort Montluc, madame. Et il y avait les condamnés à mort. Il y avait les condamnés à mort de toute la région, de Lyon, de Grenoble, de Dijon. Et les tribunaux militaires, ici, celui de Dijon en particulier, étaient très répressifs. Nous avions ici le couloir de la mort, et il y en avait 19. C'est 19. Voyez-vous? Ils avaient commencé à écrire un livre. C'était le journal. Et il racontait la vie des condamnés à mort. Et puis ensuite, c'était une autre écriture. Et celui qui écrivait disait, le frère Antel a été exécuté hier, je reprends la plume. Et nous avons ce livre. Les Français à l'usine, ils montrent leur feuille de route. Sous les drapeaux 2 ans et au bled. Tu crois qu'ils sont contents? Et tu voudrais que j'aille manifester sous leurs fenêtres, ce soir. Je commence par la douche. Tu fais bien de ne pas les prendre, c'est avec les sous que j'ai pas donné à tes copains que j'ai pu les acheter. Copains du FLN, je les porte sur le dos. Derrière la machine, toute la journée avec leurs petits cahiers. C'est pour le pays, une petite croix en face de ton nom. Crache, bourricot, donne l'argent! Qu'est-ce qu'il a fait pour moi, le pays? Le pays, quand tu prends le bateau, il te suit jusqu'au bout de la rue. Ça lui laisse le temps de calculer combien tu vas pouvoir envoyer tous les mois. Il faut y aller, Lonis. Ce soir. Sinon, jamais on relèvera la tête. C'est dur d'être arabe, je le sais. J'ai été arabe avant quand j'étais pauvre. Voilà ce que je dirai un jour à la radio. Fais du flous et on te tirera les bottes. En attendant, tu rotes les épaules. 2 ans que je suis ici, mais je comprends vite. Le FLN est constitué d'ouvriers. À l'époque, la communauté algérienne n'était pas constituée comme elle est aujourd'hui, de cadres moyens, d'ouvriers sans doute, mais de beaucoup de commerçants,
de personnes agissant dans le cadre du commerce et autres, c'était surtout des ouvriers OS, c'est-à-dire ce qu'on appelait des ouvriers spécialisés, en réalité non spécialisés. Et ces ouvriers, sortant de leurs usines à 6 heures, rentrant chez eux, si on leur imposait le couvre-feu à 20 heures, ils ne pouvaient plus activer. On ne pouvait plus se rencontrer, on ne pouvait plus discuter, on ne pouvait plus faire distribuer nos tracts à l'opinion publique française pour l'amener justement à mettre un terme à cette guerre d'Algérie. Donc, on ne pouvait pas aussi récolter les cotisations, car, comme vous le savez tous, la Fédération de France a été vraiment le ministère des Finances de la Révolution algérienne. La Fédération de France était pratiquement à 80% des ressources du GPRA provenaient des cotisations payées par les ouvriers travaillant en France. Donc, pour arriver à étouffer, à asphyxier ce FLN, eh bien, on va trouver un prétexte. On va dire qu'il y a des attentats qui se passent le soir. Dès qu'il y a 3 Algériens ensemble, c'est un groupe terroriste qui va agir sur le plan d'une action terroriste. Donc, premièrement, interdiction de sortir. Alors, on ne l'appelle pas couvre-feu. On n'ose pas parler d'un couvre-feu qui s'adresse à une partie de la population française, parce que n'oublions pas que les Algériens à ce moment-là sont juridiquement citoyens français. Donc, on va dire, c'est un conseil que l'on donne aux travailleurs nord-africains, parce que le mot algérien est tabou, on n'utilise pas le mot algérien, on utilise le mot français musulman, travailleurs nord-africains, mais pas algérien. Alors, on leur conseille, assez hypocritement, de ne pas sortir après 20 heures. L'ordre avait été donné d'un défilé pacifique. Deuxièmement, la preuve que c'était pacifique, on demandait aux militants d'aller défiler en famille, avec femmes et enfants. Interdiction de porter même pas une arme, interdiction de porter même un canif sur soi, pour ne pas donner prétexte à la police de dire on a utilisé la violence. Regarde dehors. Ce n'est pas beau? La Tour Eiffel, le Champ de Mars. Le Champ de Mars, peut-être qu'on m'y enterrera un jour. Le chauffeur ne nous entend pas, le chauffeur conduit. Il est sourd, c'est le prix de son sommeil. Car voici que le silence du fleuve nous casse les oreilles. Ne va-t-on pas enfin trouver un témoin direct pour décrire la jouissance de l'acte? 1961. Ils doivent avoir 70, 80 ans. Grands-parents, arrière-grands-parents. Dis, papy, tu faisais quoi le 17 octobre? Tu étais bien dans la police? Tu as vu quelque chose? Un arabe, c'est dur ou c'est mou quand on cogne dessus? Est-ce qu'on t'a félicité après? Est-ce que tu as bien dormi ensuite? Moi? Rien, j'écris une pièce de théâtre qu'on va jouer avec des copains. On essaie seulement d'imaginer comment c'était. Parce que nous, tu vois, papy, on a le sommeil léger, on fait parfois des cauchemars. On culpabilise à votre place. Pas vous, pas votre faute. Les chefs des chefs, ah oui. Et Dieu alors, il s'en lave les mains lui aussi. Planqué, qui récite une leçon entendue dans le fond d'un bistrot crasseux par des feignants ignares qui ne se sont même pas montrés ce soir. Hein? Où sont-ils ceux qui devaient marcher devant? Je sais que cet homme est mort. Je le sais depuis le début. Je sais si vous longez la scène, c'est pour trouver un pendule au balancé. Baisse les yeux. Je voudrais arriver maintenant assez vite sur les réactions. En particulier celle de Claude Bourdet, un ancien grand résistant, qui a été témoin. Il était à ce moment-là directeur du journal France Observateur. Je revois encore la scène. Ce mardi-là, on était dans un bureau à la rédaction de France Observateur. On était en plein boulot. On a appris qu'un petit groupe d'hommes voulait nous voir. On les a reçus. Ils avaient les yeux qui sortaient de la tête, semblaient très traumatisés. Qui êtes-vous? Nous sommes des policiers. Et c'est vous qu'on vient trouver, parce qu'il n'y a qu'à vous qu'on puisse dire ça,
C'est épouvantable ce qui se passe à la préfecture. Ah bon, qu'est-ce qui se passe à la préfecture? Mais on tue les Algériens. Ils sont matraqués à mort et jetés dans la Seine. Je dois dire, ajoute Claude Bourdet, qu'on ne les a pas crus. Cela nous semblait impossible. Certes, nous savions déjà qu'il y avait une manifestation très durement réprimée, mais cet assassinat collectif nous paraissait quelque chose de fou. Et puis le lendemain, les jours suivants, on a appris qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient été jetés dans la Seine. On a eu d'autres confirmations de ce qui s'est passé à la préfecture. Le 27 octobre, en tant que conseiller municipal du PSU, je suis intervenu au conseil municipal. J'ai demandé à M. Papon s'il était vrai qu'une cinquantaine d'Algériens pris dans les manifestations étaient morts dans la cour d'isolement de la cité. Selon les policiers venus nous trouver, M. Papon aurait dit à plusieurs de leurs collègues qu'avec le nouveau ministre de la Justice, qui s'appelait Bernard Chenot, qui avait remplacé Edmond Michelet, ils étaient tous couverts. J'ai demandé au préfet de police si ça aussi c'était vrai. Mes deux questions sont restées sans réponse. On a parlé des morts, on a bien fait. On a parlé des blessés, mais il faut savoir que le nombre total des Algériens, recensé le jeudi 19 octobre, le nombre d'Algériens détenus dans les différents centres de tri s'élève à 9260. Et je vous laisse penser le traitement qui leur a été réservé. Un premier contingent de 500 hommes est conduit à Orly et à Villacoublay, où ils vont prendre l'avion à destination d'Algérie. En principe, c'était pour les renvoyer dans leur douar d'origine, pas du tout. On les a mis dans des camps de concentration en Algérie. Mais je veux terminer par un très beau texte qui a été écrit au lendemain du 17 octobre 1961 par le grand poète Kateb Yassine. « Peuple français, tu as tout vu, oui, tout vu de tes propres yeux. Tu as vu notre sang couler, tu as vu la police assommer les manifestants et les jeter dans la Seine. La Seine rougissante n'a pas cessé les jours suivants de vomir à la face du peuple de la commune ces corps martyrisés, qui rappelaient aux Parisiens leur propre résistance. Peuple français, tu as tout vu, oui, tout vu de tes propres yeux. Et maintenant, vas-tu parler? Et maintenant, vas-tu te taire? Il y a eu dans les jours suivants, le 17 octobre, une plaque à Paris. Parce que j'appellerais une plaque. Ce qu'aujourd'hui les jeunes appellent un tag, et qu'à mon époque on appelait un bombage. Sur les bords de la Seine, il y avait à la peinture tracé « Ici, on noie des Algériens ». C'est resté, je ne sais pas combien de jours c'est resté, mais c'est une peinture qui a été faite à Paris dans les jours qui ont suivi. Un cliché en a été pris, qui a circulé. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort. C'est-à-dire que si le fait n'apparaît pas, si par exemple les journaux ont masqué, etc., le fait que des gens aient pu mettre ça à la peinture, ici on noie des Algériens, ça veut dire qu'il y avait une conscience quand même assez forte de ce qui s'était passé. Il faut voir aussi que du côté des Algériens, il y a eu une parole qui a été enfouie, et qui a été enfouie pas seulement par ceux qui étaient victimes, mais par le fait qu'en Algérie non plus, on n'avait pas envie de parler du 17 octobre 61 et de la Fédération de France du FLN. Parce que la Fédération de France du FLN n'était pas bien en cours au lendemain de l'indépendance. Donc il y a tous ces facteurs qui ont concouru à ce que pendant 20 ans, et plus de 20 ans, personne n'en parle.
Nous sommes réunis ce soir autour de ce monument aux morts d'Oran, dans le quartier de la Duchère, pour rendre hommage aux anciens membres des forces supplétives qui ont combattu sans faille aux côtés de l'armée française durant la guerre d'Algérie. Sous le nom de harkis, ce sont tous les membres des forces supplétives musulmanes auxquels nous rendons hommage aujourd'hui. Les accords d'Évian du 19 mars 1962, qui marquent la fin de l'Algérie française, se referment comme un véritable piège sur ces dizaines, voire centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Privés par ces accords de la nationalité française, désarmés, sans protection et isolés dans des villages au milieu des ennemis d'hier, ils vont subir les sévices, les persécutions sans relâche et les innombrables assassinats. Dès 1962, près d'1 million de ressortissants européens et l'ensemble des musulmans engagés dans le camp français se retrouvent contraints à un exode massif à l'heure de l'indépendance algérienne. Entre le 19 mars et le 2 juillet 1962... Pour les collectionneurs de calendrier, le début du 3e millénaire restera à jamais une époque bénie. Désormais, à la journée presque quotidienne du n'importe quoi, va s'ajouter celle du supplétif, rejeté à la mer, celle du noyé inconnu, confié aux méandres de la Seine, et se confirmer que la date du cessez-le-feu est bien celle du début des hostilités, entre alliés cette fois. Peu importe qu'on ait ce jour-là interrompu les représailles en tout genre. Il s'agit encore de savoir, 40 ans après, qui a perdu et quoi, tant il est vrai qu'à la guerre, on ne perd pas seulement la vie. Ah oui, il y a aussi ce 5 décembre, surgi d'on ne sait quelle cervelle de conseiller en communication de l'Élysée. Une occasion de plus pour vérifier si l'on est encore en mesure d'enfiler l'uniforme de ses 20 ans, si on serait prêt à remettre ça, pour peu qu'une musique convaincante nous y entraîne à nouveau. Pour moi, il y avait une dichotomie, il y avait deux catégories. Il y avait ceux qui étaient restés dans les camps, qui avaient, ils n'ont jamais réussi à décoller de cette foutue guerre d'Algérie. Ils sont restés scotchés à ça et il leur restait quoi? Que le mot harki à mettre en avant. Ils avaient que ça comme bannière pour se draper dedans. Je ne veux même pas juger si c'était une erreur ou pas, mais enfin, le fait est qu'ils avaient que ça. Et puis il y avait des gens qui, comme nous, étaient partis assez vite des camps. Et qui, en mettant de la distance physique avec le camp, avaient mis de la distance mentale aussi avec cette histoire. Ou en tout cas, du moins, pour ceux qui ne l'avaient pas vécu. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de protection, mais ça, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que nos parents, nos aînés nous avaient protégés en partant. Mais, il y a un mais, c'est qu'il y a un retour des choses. C'est que on a beau se dire, cette histoire-là n'est pas mon histoire, mais si, c'est quand même votre histoire. Donc la chose était réglée d'un point de vue... c'est-à-dire que moi, après tout, je suis journaliste à la télévision, réalisateur, j'avais ma place dans la société, et puis quand je regarde autour de moi, toute ma famille a sa place dans cette société française. Lit des livres français, mange français, même si on mange aussi algérien, mais on est là, quoi. Donc on avait ce « j'y suis, j'y reste ». Elle n'était pas réglée plutôt dans un sens pourquoi mes parents ils m'ont caché ça, quoi. Pourquoi on n'en parle pas, pourquoi ce mot de harki, d'ancien harki, est toujours accolé à ce concept de la traîtrise. Pourquoi le raccourci fait que des gens qui n'y connaissent rien disent harki, collabo. Qu'est-ce qui a fait que mon père s'est retrouvé là-dedans? Ça, c'était pas réglé, effectivement. Mais ça, j'allais dire que c'est un peu luxueux, quoi, comme problème. Il y a le souvenir des gens, il y a la mémoire, et puis il y a l'histoire. Et la mémoire, l'histoire, c'est pas toujours la même chose. On dit beaucoup, il faut entretenir la mémoire, L'histoire, c'est pas mal aussi, parce que la mémoire a tendance à enjoliver, à se réécrire, donc, y compris pour mon père, j'étais obligé de recouper les choses, quoi, pour essayer de comprendre, de voir les éléments qui étaient communs, invariants, j'allais dire, à toutes les histoires que je pouvais rencontrer. Tout est parti de ça, en fait. Parce qu'on a beau vous raconter des choses, ça, c'est voilà, le plus sûr témoin du film. Le déclencheur du film, c'est ça.
C'est ça qui m'a poussé à mettre le premier mot, quoi. À mettre le premier mot. Bah, ça dépend, en fait, il y a toujours un endroit et un envers. Donc là, ce qu'on peut y lire... Ah bon, on va commencer par... Donc là, c'est le nom de mon père et son prénom, Haroud Khalifa. Là, les fils qui se sont arrachés, je le décris dans le film. Ça, c'était le prénom de ma maman. Donc là, on y retrouve, sur cette partie-là, on y retrouve des prénoms de frères, sœurs, oncles, grand-mère. Il y a même le prénom de Sadia. C'est une sœur que je n'ai pas connue puisqu'elle est morte de faim pendant la détention de mon père. On y retrouve Tizmourine, Elfley, Tinefdar, le camp du Maréchal, prison et Maison Carrée. Ce sont autant de noms pour autant de lieux de détention différents. Du moment que mon père a été arrêté, il a été trimballé de camp en prison. Bon, il y en a eu 8 en tout. Il y a une phrase qui est écrite dans un français plus qu'approximatif, mais qui doit être une traduction littérale du kabyle au français. On y retrouve les mots « merci »,« adieu »,« jamais je ne t'oublierai », des choses comme ça. Et puis, une phrase assez terrible, bourrée de fautes d'orthographe, mais on pardonnera pour cette fois. « J'ai été arrêté le 15 juillet 1962 ». Donc quand vous vous dites « mon père, c'est pas écrire, c'est pas lire ». Quand vous vous dites « c'est mon père qui a écrit, j'ai été arrêté le 15 juillet 1962 », et quand vous êtes un petit peu réalisateur, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous restez assis et vous attendez que la pluie tombe? Non, on peut pas. Donc on prend un stylo, on écrit très vite 2 pages, 3 pages. Et puis on s'aperçoit qu'il y a vraiment une histoire, quoi, à raconter. Ah bah il se trouve que c'est la vôtre, mais il y a quand même une belle histoire à raconter. Et donc on la raconte. Donc ça, c'est tout notre plan de travail. Ouais. Et là... Oula, 3. Oh, le mec. Si tu tiens à savoir, Aban, leur grand chef, vient d'envoyer à Flaubert un commando avec son principal agent de liaison, un certain Rafik ou Tariq ou Trafic, enfin un arabe quoi, pour m'assassiner demain à midi, au carrefour de la rue Bonaparte et de la rue Valmy. Tu vois ça? Oui. Qu'est-ce que c'est? Une allumette? Regarde. Je la lâche, elle tombe. Et alors? Alors je ne comprends pas. Tout est régulier dans la nature, sauf les Arabes. Les Arabes se sont révoltés et un quelconque armée peut décider de m'assassiner. Quel Yaban? Ah, tu vois? Toi-même, tu viens de montrer que rien ne va plus dans ce pays. Moi? Oui, toi. Jadis, tous les Arabes s'appelaient Ahmed et toute leur femme Fatma. Ça simplifiait drôlement les choses, non? Maintenant, ils ont chacun un nom et il va falloir s'en souvenir. Peut-être que ce sera plus intéressant quand chacun d'eux aura une figure et un nom. Ce jour-là, tu n'auras plus de place au soleil. Enfin, Ce jour-là, entre la valise et le cercueil, les Arabes ne te laisseront même plus le choix. Ils auront choisi pour toi. J'ai vu des morts, j'ai vu des ratissages, j'ai vu des parachutages de parachutistes, oui, j'ai vu des bombardements, j'ai vu des femmes mortes, j'ai vu tout ça, j'ai vu des jeunes tués parce qu'ils vont envoyer en armée, parce qu'il y avait un ratissage, parce un jeune de 15 ans, il s'est fait tuer devant nous, mais blessé, ils l'ont tué dessus, ils l'ont blessé, ils sont arrivés vers lui, ils ont vu qu'il était blessé, ils lui ont mis le fusil sur la tempe, et boum, je l'ai vu de mes yeux, c'est les chasseurs alpins, mais
c'est vrai qu'à 6-8 ans, c'est pas... la peur n'était pas la même. Moi, on avait peur, on ne savait pas ce que c'était. On voyait les morts, je veux dire, mais les grands avaient peur. Les grands, à 15 ans, il y en avait plus d'un qui a été tué. Des dizaines, mais je veux dire, du moment que tu n'es plus dans la jupe de ta maman, c'est qu'elle veut dire, même là-bas, eh ben, tu étais considéré comme un terroriste potentiel. Peut-être pas terroriste, mais activiste, disons. Tu vas leur chercher à bouffer, mais je reconnais que jeune, avec ma grand-mère, les vieilles, on allait acheter faire les commissions, ramener du pain, mais je pense que c'était pour eux. Hein, avec le recul, tout ce pain, on ne le voyait pas. Il y avait quand même des gens qu'on connaissait, malgré tout. Ils ont tué ça m'a marqué, ça c'est un truc que je n'oublierai jamais. Ma grand-mère, la fierté de ma grand-mère, elle avait acheté un âne. En Algérie, c'était important quand même. À l'époque, ben, les gendarmes n'ont pas trouvé mieux que de le flinguer, mais là, ils s'en fait plaisir. Sous tes yeux? Hein? Sous tes yeux? Ah ben non, parce qu'il fallait... t'es pas présent. Dès que tu entends de tirer, taille la route, mets-toi où tu peux. Et... Ah, après, quand ils sont partis, c'est les gendarmes, oui, ça. On a été voir, il était criblé de balles. Alors, criblé, c'est vraiment le plaisir de... Enfin, c'était un âne, il vaut mieux un âne. Malheureusement, et heureusement, il valait mieux un âne qu'un être humain, quoi. Mais les êtres humains, c'est pareil. J'ai un oncle, un cousin, pas un oncle. Ben, on a su par la suite, ils sont venus le chercher, soi-disant, pour le questionner. Et il paraît qu'il l'a emmené dans un terrain vague, il l'en laissé partir, je ne sais combien devant, et il le tirait comme un lapin, il paraît. On l'a retrouvé peut-être 15 jours après. C'était en hiver, il n'était pas trop en décomposition. On a l'impression que l'Algérie, ça a toujours été un coin perdu que la France a découvert. Elle l'a construit, elle l'a civilisé parce que c'était tous des sauvages. Auparavant, ils ne mangeaient pas, ils ne vivaient pas. C'est quand même pas ça l'Algérie. Elle a une histoire, elle a malheureusement, qu'on ne connaît peut-être pas assez, qu'il n'y a pas assez son histoire est méconnue, je veux dire. J'en ai pas parlé. À quoi bon réveiller Je sais pas. Moi, je me pose des questions, enfin, surtout, t'as remarqué, hein, quelques mois. Mais je me dis, sans te faire culpabiliser de quoi que ce soit, hein, qu'on soit clair là-dessus, mais je me dis, toi, t'as pas vécu le racisme comme nous, on l'a vécu. Ça, c'est certain. Et si peut-être on avait connu un peu plus l'histoire, peut-être, mais peut-être qu'avec Mimi, on aurait réagi différemment face aux agressions qu'on a pris en pleine gueule, parce qu'on en a pris en pleine gueule. Ah bah ça, mais je m'en suis marrant. Et j'ai été choquée la fois où on en a parlé il y a 5 ou 6 ans, et tu nous as dit, mais je tombe des nues. Je tombe des nues que vous ayez souffert de ça. Sincèrement, c'est ce que j'allais dire. J'aurais jamais pensé que mes enfants... Maman, oui. tu sais, avec maman, il y a une noix qui nous a foncé dessus, elle a failli nous pincer les fesses. Je n'ai pas assisté, par exemple, à des attentats ou bien des trucs comme ça, mais j'ai assisté à des... Je me rappelle de certaines arrestations qui ont eu lieu dans le marché, par exemple, dans le marché de Tougourt. Mais ce que je me rappelle aussi, c'est bon, c'était à l'époque où, parce que comme mon père, il était un peu... Il a participé, si tu veux, à la guerre d'Algérie, mais en tant qu'agent de renseignement. Et donc, bon, je me rappelle, il y a des jours où je me rappelle où les soldats, venaient chez nous le soir, tu vois, c'était en pleine nuit, paf, tu entendais la porte cogner. Après, bon, le temps que ma mère descende pour ouvrir la porte, ça y est, les soldats, ils sont passés par la terrasse, ils atterrissent chez nous. Ça, je me rappelle très bien, tu vois. Je me rappelle, des visites qu'on faisait, par exemple, ma mère et moi, dans la prison où était mon père, pour aller lui rendre visite, pour aller le voir, etc. Je me rappelle aussi, tout au début, lorsqu'il a été pris, parce qu'en fait, lui, il a été pris déjà en 1955. Ça, c'était la première fois lorsqu'il a été pris par l'armée, c'était en 1955. Et donc... il revenait de Biskra, où il était en réunion avec des gens de l'ALN, à Biskra.
Et en revenant, donc c'est là où il s'est fait prendre par les militaires, juste à sa descente du train. Et on a passé 1 an pratiquement, on ne savait pas où est-ce qu'il était. Excuse-moi de t'interrompre, mais pourquoi il m'a... Ils l'ont pris parce que bon, c'était un agent secret, quoi, donc il participait à la guerre d'Algérie, si tu veux, donc il donnait des renseignements, etc. à la LN, enfin, à l'armée algérienne à l'époque. Et donc on a passé pratiquement de 55 à 56, personne ne savait où il était, tu vois. Donc ce n'est que bien plus tard que bon, on a su qu'il était dans un des camps, c'était un genre de camp de prisonniers qui était installé à Djama à l'époque. Et qu'est-ce que la GIGN? La GIGN, c'était un moyen c'est une torture qui était utilisée pour faire parler les gens, si tu veux. Donc ça fonctionne avec de l'électricité comme l'électricité de voiture. Bon, on mouillait le mec, on le mouillait ou bien on le mettait carrément dans un genre de baignoire, si tu veux. Et on mettait un fil dans l'eau, ou bien à ses oreilles, ou bien à ses pieds, ou bien tu vois. Et il fallait passer le courant, c'est-à-dire que lui, il faisait en fait, le courant, il passait par lui. Voilà. C'était un moyen de torture. Voilà, donc c'était un des moyens de torture les plus redoutables, je dirais. Et bon, ça faisait très mal, quoi. Et je t'ai dit, moi à l'époque, justement, mon père, lorsqu'il nous parlait de ces années-là, il nous montrait des traces sur ses jambes, sur ses mollets, même ici. Il avait des traces, oui, parce que, oui, parce que c'est des brûlures, c'est des brûlures d'électricité, tu vois. Donc ça laisse des traces, quoi. Mais bon, sinon, par ça, si tu veux, c'est vrai que ça a été très très dur. Ça a été très très dur pour ma mère aussi, parce qu'il n'y avait que Moïdine et moi. Tu vois, et on était petits, c'était des gamins, tu vois. Donc, heureusement que c'était à l'époque du vivant de mon grand-père maternel, donc Bobahi, il était encore vivant, il y avait la grande maison de Bobahi, tu vois, le père de ma mère. Et donc à chaque fois, lorsque ma mère voulait se déplacer pour aller voir les prisons, etc., donc soit qu'elle nous laissait chez Bobahi, dans Mouazazia, ou bien, bon, elle prenait Nana avec elle, tu vois. Et on partait à Djama, on montait parfois à Batna, c'était surtout l'époque où il fallait le chercher, où est-ce qu'il était, etc., parce que c'était tout le temps le problème, une fois qu'il était, à chaque fois qu'il venait l'arrêter, ben, on ne savait pas où est-ce qu'il était. Est-ce qu'il est au commissariat de Tougourt? Est-ce qu'il est à la caserne de Tougourt? Ben, il faut chercher. Et là, parfois, tu passes des mois et des mois à ne pas savoir où est-ce qu'il est. Bon, et parfois, on te dit, bon, ils l'ont monté à Batna, il faut attendre qu'il revienne. Donc, ça a été tout le temps comme ça. Et c'est vrai que c'était très, très dur, surtout pour ma mère. Ça nous intéresse parce que jusqu'à maintenant, on en parle toujours de ça. Partout. Par exemple, ceux qui sont nés en Algérie, ou même ceux qui sont nés ici aussi, ça leur intéresse, parce que ça c'est un truc, ça c'est quelque chose qui a marqué tout le monde, ça. Et c'est plus la même génération, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et on voudra toujours savoir ce qui s'est passé avant, mais je sais pas si on va savoir toute l'histoire bien correctement, parce qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu tout ça, on n'a pas vécu tout ça. C'est autre chose, je trouve aussi. Ça arrive qu'on en parle, mais bon, il faut qu'il y ait, je ne sais pas, il faut qu'il y ait un déclencheur. Je ne sais pas, c'est suite par exemple à un film qui est passé à la télévision ou bien un truc comme ça, tu vois. Et que bon, voilà, que bon, les enfants ils commencent à parler, etc. Et bon, là où on en discute pour essayer d'expliquer certaines choses, etc. Mais c'est vrai que bon, on ne se prend pas régulièrement un temps uniquement pour parler de ça. Ces dernières années, lorsqu'on a commencé à parler de la guerre d'Algérie, par exemple, et notamment à la télévision, etc., c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de Français, justement, qui n'en parlent pas. C'est-à-dire c'est des Français qui ont été acteurs dans la guerre d'Algérie, etc., des Français, ou bien même du côté algérien, ils étaient du côté algérien. Et c'est vrai qu'ils n'en parlent pas. Et c'est vrai que c'est
On se pose toujours la question, pourquoi on n'arrive pas à en parler? Pourquoi on n'arrive pas à en parler? J'ai l'impression, si tu veux, c'est un peu comme une boule qu'on a sur le cœur et qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser, à la faire sortir. Et ça, c'est aussi bien valable pour les Français qui étaient du côté français que des Algériens qui sont du côté algérien, tu vois. Il y a un truc que je t'ai pas dit et que je vais te dire quand même. C'est que, tu sais, quand on a regardé la première fois les images de Michel Tessot, donc les images qu'il a ramenées d'Algérie, je te l'ai pas dit parce que... pas parce que j'avais honte, mais c'était un peu ridicule. Et pourtant, c'était tellement vrai. Et je sais plus combien il y en avait. On avait 1 heure ou 2 heures. C'était long hein, quand même. On avait bien 2 heures. Hein. De rush? Ouais, de rush. Non, Ouais. moins que ça. 1 heure? Enfin bref, mettons 1 heure. Minutes, je crois. Et bah tout le long, j'ai espéré voir mon père au détour d'un raccord. Dans les gamins qui étaient là? Ouais. Tout le long. Et mais ça m'a brassée, tu vois, parce que je me disais, mais c'est pas possible, c'est improbable. Non seulement ton père était du côté de Béjaïa et que lui était du côté de Tizi Ouzou, tu vois. Donc déjà, c'est improbable. Et puis, c'est improbable par, je veux dire, la multitude de choses qu'il pouvait filmer. Ça aurait été un hasard. Mais je te jure que c'est vrai. Et j'étais accrochée à ça. Et je disais rien. Et j'avais super envie de pleurer parce que c'était plus fort que moi. Je disais, mais arrête de regarder ça comme si... Découvre-le comme... un élément supplémentaire au film, mais ne le découvre pas en attendant accroché comme une imbécile, tu vois, accroché, en disant, là, au raccord, je vais voir mon père. Merde, non. Là, je vais le voir. Et quand je voyais les gamins, tu sais, tous ces gosses, je disais, il est là, au fond, où mon grand-père. Comme si, ne serait-ce que 3 secondes de la vie de mon père, volée comme ça, au détour d'une rue, allait m'apporter la solution à tout, tu vois, de mon existence, de l'existence de mon père, enfin, tu vois. Et ça m'a hyper brassée. Et ça m'a tellement brassée que j'en ai parlé à ma soeur. Le soir même, j'ai appelé ma soeur en lui disant, j'ai un gros problème, quoi. Et ça l'a fait rigoler et elle m'a dit, je crois que j'aurais fait pareil. Et comme par hasard, c'est la séquence que tu l'as montrée quand il est venu. Ouais. Ah ouais. Et comme par hasard, ça l'a hyper brassée. Ah oui. Et je ne l'ai pas su, il ne me l'a pas dit en direct, évidemment. Mais il a dit à ma mère. J'ai découvert une histoire, je ne savais pas pourquoi, je n'ai jamais su pourquoi l'Algérie et la France ont été en guerre à un moment donné. Qu'est-ce qui a fait que je ne savais pas? Je ne savais pas tout ça. L'histoire, c'est-à-dire une partie de mon histoire aussi, comme plein d'autres, un petit bout de moi, parce que moi j'ai un petit bout ici, l'histoire de France, bah, c'est une chose, et l'histoire d'Algérie, bah, je ne la connaissais pas, et j'en ai pris plein la figure. J'en ai pris plein la figure, parce que pourquoi ces deux pays n'arrivent pas à s'entendre? On a beau dire, on l'entend constamment, on a beau dire on est fait pour s'entendre et tout ça, je ne sais pas. Mais par contre, j'ai appris beaucoup sur, on ne sait pas réellement, enfin je ne sais toujours pas réellement le déclencheur de cette guerre. Mais j'ai appris beaucoup sur comment les gens ont vécu, comment mon père a vécu. Je ne le savais pas, et je l'ai appris il y a 2 mois. Ce qu'il a vécu et ce que tous ces gens ont vécu, que ce soit ici, là-bas, ceux qui sont partis, les gars du contingent, les appelés, etc. Donc j'ai appris beaucoup par rapport à ça. J'ai découvert, on va dire que j'ai découvert un pays qui semble être quand même une partie de moi. Le cousin de mon père, donc ce monsieur me dit effectivement, mon cousin a bien eu un enfant en 61 en France et il faudrait vous revoir. Donc rendez-vous fut pris le dimanche qui a suivi, donc là on est 2 semaines après le premier contact téléphonique. Et là je rencontre mon père, donc quand on rencontre son père à l'âge de, j'avais donc 32 ans, on ne peut pas dire qu'il y a un affectif qui se développe immédiatement, ça va de soi, mais le grand sentiment que j'ai eu, c'est que j'avais terminé une certaine quête, j'avais terminé
la recherche de mes origines, j'étais arrivé au bout. Et j'ai craint à ce moment-là d'avoir atteint un des buts de ma vie et que voilà, la motivation que je trouvais à rechercher ses origines, je craignais que cette motivation s'éteigne là et que, voilà, que tout cela se banalise. Ce que j'ai su par des personnes qui ont connu mon père et des membres de la famille, des personnes, pour la petite histoire, ma femme a un oncle qui, pendant la guerre d'Algérie, mais en France, l'oncle de ma femme a été battu par mon père. Et d'ailleurs, le jour du mariage religieux, quand on s'est retrouvés tous, cet homme-là a dit à mon père, mais on se connaît. Et mon père, les souvenirs lui sont revenus en mémoire. Il a dit, oui, oui, tu te rappelles, en 60 ou je ne sais quelle année, tu voulais pas donner d'argent, je t'ai mis la tête sur le feu. Et mon père, par l'oncle de ma femme, j'ai appris comme ça que mon père était quelqu'un qui, pendant la guerre d'Algérie, donc était porteur de valise, très actif, qu'il était plutôt virulent, plutôt dur. Ce que j'ai appris par mon frère, c'est par des bouts de phrases, comme quoi il avait été un membre important, c'était certainement d'un réseau parisien, du FLN en France, qu'il était très actif, qu'il était reconnu et réputé. Et mon père me disait souvent, tu sais, ton nom Haroun, tu peux en être fier parce que ton père là-bas en Algérie, il est respecté, il est reconnu. Et il en parlait notamment quand on envisageait, il envisageait de me faire porter son nom, sur les papiers algériens au moins. Il m'a dit, mais t'inquiète pas, ton père il connaît du monde, ça va se faire. Quand on va décider de le faire, ça va se faire très vite. Ce que j'en sais après par lui, toujours des bribes de phrases, c'est que il était amené apparemment à tuer en France. Il s'est battu, il a entre guillemets racketté. Je ne sais pas si à l'époque on appelait ça du racket, mais c'est la collecte de fonds. Collecte de fonds, voilà, exactement. Mais voilà, ça j'en sais pas beaucoup plus. Ce que j'ai su après, c'est que quand il y a dû avoir une rafle apparemment des Algériens sur Paris, début 62. J'ai jamais vraiment cherché dans les livres d'histoire si ça existait, mais il me semble qu'il y a eu une rafle. Et donc il a été parqué pendant, il m'a dit le nombre de jours, je ne me rappelle plus, un certain nombre de jours à Vincennes. Et à partir de là, il a été expulsé en Algérie avec interdiction de revenir en France. Et il n'est pas revenu pendant 4 ans. Donc c'est à partir de là qu'il a perdu. Ah oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est revenu en France, il m'a cherché, il ne m'a pas abandonné. Contrairement à ce que j'aurais pu croire. Lui me disait, mais tu sais, moi je suis revenu en France, donc on devait être dans les années 65-66. Il m'a dit, moi j'écrivais, il écrivait ou il faisait écrire très certainement, j'écrivais à tes grands-parents pour qu'ils me disent où tu allais. Il m'a dit, j'ai tourné dans toutes les écoles de la région, autour de Chelles, pour te trouver. Et bien entendu, ce que je disais tout à l'heure, ma mère, quand j'avais 4-5 ans, elle est venue me chercher chez mes grands-parents à Paris. Et si elle est venue me chercher, c'est parce que mes grands-parents ont eu connaissance du retour en France de mon père, parce que lui-même s'était manifesté en disant, voilà, je suis revenu en France, je veux voir mon fils. Donc mes grands-parents ont dit à ma mère, prends ton fils avec toi à Paris, parce que Saad est en train de le chercher. Et donc mon père m'a cherché dans les écoles maternelles, les écoles du coin, de la région de Chelles, a écrit ou a fait écrire à mon grand-père, et encore une fois, c'est vraiment quand le sort s'en mêle. Chez mes grands-parents, ma grand-mère ne savait pas lire, seul mon grand-père savait lire. Ma grand-mère, qui est encore de ce monde, me l'a dit une fois, elle n'aurait pas vraiment été opposée à une union ou à un mariage entre ma mère et mon père. Mon grand-père y était formellement opposé, c'était hors de question. Et comme les lettres que faisait envoyer mon père, il paraît qu'il en a envoyé des dizaines, demandant, suppliant mes grands-parents de leur dire où j'étais. Comme mon grand-père était le seul à lire, lui il lisait le courrier, n'en parlait pas à ma grand-mère, mettait le courrier au feu, et ainsi de suite. Quand je suis allée en Algérie pour la première fois, j'avais 17 ans dans ma famille, donc je suis allée 2 années de suite, 17-18 ans, pour la première fois, parce qu'on n'était jamais allé en Algérie. Et là, j'ai interrogé en fait ma famille, les oncles, beaucoup les hommes en fait. Parce que venant de France, nous on avait une place privilégiée, je dirais, en tant que fille dans les familles. Donc pour eux on était françaises, donc ils nous acceptaient beaucoup plus dans leur cercle.
dans le cercle masculin. Et moi, j'ai beaucoup interrogé mes cousins, etc. Donc, ils m'ont raconté, eux, leur guerre, parce que beaucoup avaient été résistants, donc torturés par les Français, etc. Mais pareil, pour eux, c'était une période qui était finie. Quand j'y suis allée dans les années 70, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il n'y avait absolument aucune rancune, aucune haine. Ils accueillaient les Français à bras ouverts. Et puis oui, c'était bon, voilà, ils avaient vécu effectivement des choses difficiles, ils avaient été torturés, mais ils le disaient toujours sur un ton. Pour eux, c'était la guerre, quoi. C'était comme ça. Je pense qu'effectivement, pour eux, les choses étaient plus claires. Dans leur tête, je pense que ceux qui l'avaient vécu, hein, c'était plus clair certainement que pour les Français. Enfin, oui et non, parce que je pense qu'il faut aussi... moi, ce que j'ai vu aussi dans ma famille, c'est que j'avais un oncle. Enfin, un oncle, bon, on est tous cousins, oncles, alors bon, c'est plus facile à dire comme cela. Et il vivait donc en Algérie, dans sa famille où personne ne lui adressait la parole. Et ça, depuis la fin de la guerre, parce qu'il avait été du côté français. Donc il n'avait pas été tué, il n'avait pas été non plus rejeté, il vivait dans sa famille, mais personne ne lui parlait. Et c'est quelque chose, je crois que je n'ai pas réalisé sur le coup ce que ça pouvait représenter pour cet homme comme punition. Parce que pendant 20 ans, il a vécu comme cela, à la fois chez lui et à la fois rejeté de tout le monde. Ce que j'ai su longtemps après par ma mère, c'est que pendant toute cette période-là, en fait, mon père n'était pas impliqué, c'est-à-dire qu'il n'était ni FLN, ni pro-français. Il n'était pas pro-français parce que de toute façon, il a fait le choix de garder la nationalité algérienne à l'indépendance. Mais il n'était pas non plus impliqué dans la résistance FLN, mais que justement, lui, il a vécu aussi sa part de difficultés, parce qu'il a été rançonné par le FLN, et ça on ne le sait peut-être pas assez, pas beaucoup. Les Algériens qui étaient en France étaient effectivement, et c'est le terme qu'utilisait ma mère, étaient rançonnés, c'est-à-dire que des Algériens du FLN allaient voir leurs compatriotes et leur disaient, voilà, il faut que tu donnes de l'argent. Et mon père, effectivement, ma mère me raconte qu'une fois, il est allé voir un de ses oncles à elle, un Condrieu donc, et il lui a demandé 30 000 francs de l'époque, parce que derrière, il avait les gars du FLN qui menaçaient de le foutre au Rhône s'il ne donnait pas cet argent. Donc la guerre, il l'a vécu comme ça. Il l'a vécu de cette façon-là. Il l'a vécu aussi avec les policiers français. Qui l'ont arrêté parce qu'il était soupçonné d'appartenir au FLN. Moi, je ne l'ai jamais vraiment beaucoup interrogé sur cette période. Je l'ai plus interrogé sur la période de la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Il en a un peu plus parlé. Il n'a pas beaucoup parlé de cette période de l'Algérie. Et il croyait à l'Algérie indépendante ? Oui. Oui, il était algérien. Il était algérien, ça c'est clair. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il n'envisageait pas de vivre en Algérie. Donc c'était très ambigu aussi. Et je crois que peut-être que beaucoup de problèmes pour les générations actuelles viennent de ça, c'est qu'on ne leur a jamais raconté. Et ils n'ont aucune raison d'être fiers. D'être fiers de leur passé, de leurs racines. En fait, je crois que c'est ça. Moi, je sais que dans ma démarche, il y a toujours eu ce problème de racines qui se pose. C'est-à-dire que je suis ancrée où? Elles sont où ces racines? Elles représentent quoi? Est-ce que je peux en être fière? Pourquoi est-ce que je dois en avoir honte? Qu'est-ce qui fait? Pourquoi pendant des années j'en ai eu honte? Alors que quand je les ai découvertes, effectivement, mais parce qu'on ne me l'avait jamais dit.